Alors le but de la présentation, c'est d'essayer de dédramatiser une situation anxiogène qui est la proposition d'implanter un défibrillateur cardiaque chez quelqu'un. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont porteurs d'un défibrillateur? Ah, il y a quand même pas mal. Donc c'est sûr que c'est une situation assez anxiogène et je pense un petit peu comme le diagnostic génétique, il serait intéressant d'avoir aussi une prise en charge psychologique spécifique qui entoure un petit peu le geste. Donc on voit un petit peu les items qu'on va aborder assez succinctement. Le but surtout c'est de discuter, je dirais, de modalités pratiques en fin de présentation. Donc le but du défibrillateur, c'est de détecter, de traiter des troubles de rythme ventriculaires. Donc des troubles de rythme ventriculaires essentiellement malins qui peuvent engendrer une mort subite. Le défibrillateur également a une fonction de stimulation cardiaque. Donc on trouve des stimulateurs simple chambre, double chambre, triple chambre, tout dépend un petit peu du nombre de sondes qu'on implante dans le cœur. Le triple chambre est essentiellement recommandé en cas d'insuffisance cardiaque et vise à améliorer l'état hémodynamique du patient. Les dernières générations de défibrillateurs sont compatibles IRM. C'est quelque chose d'assez important parce que dans certaines pathologies, notamment cérébrales ou rhumatologiques, on peut difficilement se dispenser de l'IRM. En sachant que pour que on puisse réaliser une IRM, il n'y a pas que le boîtier, c'est-à-dire que sur un changement de boîtier, même si le boîtier est IRM compatible, si la sonde de défibrillation n'est pas IRM compatible, vous ne pourrez pas avoir d'IRM. D'autre part, si éventuellement il reste des anciennes sondes qui ont été abandonnées, même si la sonde de défibrillation qui était implantée ou le boîtier, vous ne pourrez pas avoir un examen IRM. Et puis ce qui simplifie un petit peu maintenant le suivi, c'est ce qu'on appelle la télécardiologie ou la télésurveillance. Donc c'est un petit boîtier que les patients ont chez eux et qui transmet les données au quotidien ou de façon hebdomadaire du stimulateur sur un centre dédié. On verra ça. Alors le taux d'implantation par million d'habitants, j'ai que des statistiques de 2012, j'ai pas pu avoir des statistiques plus récentes. Grosso modo, en France, on implante 112 boîtiers par million d'habitants. Vous voyez qu'on est un petit peu toujours en retard par rapport aux pays européens, notamment par rapport à l'Allemagne. Si on regarde le nombre d'implantations, en France, grosso modo, il y a 4000 boîtiers de défibrillateurs. Pour comparer par rapport au nombre de simulateurs, vous voyez que c'est nettement moins, parce qu'on implante 58 000 simulateurs par an. Alors les indications sont maintenant bien validées, il y a des recommandations. Il y a deux types d'indications. Les indications, je dirais qu'ils ne se discutent pas, qui sont indications en prévention secondaire. Donc c'est des patients qui ont présenté des troubles du rythme sévères et qui ont réchappé. Les d'autres indications qui sont les plus fréquentes, grosso modo les premières ça va être 20% et les secondes en prophylactique ça va être 80%. Donc c'est des gens qui n'ont jamais présenté de troubles du rythme ventriculaire mais dont la cardiopathie est susceptible d'en favoriser l'émergence. Donc ça peut être des cardiopathies ischémiques ou non ischémiques avec une mauvaise fonction ventriculaire gauche, donc une fraction d'éjection inférieure à 35%. Et puis, ce qui nous intéresse un peu plus ici, c'est le dernier item. Donc, c'est les canalopathies, les Brugada, les QT longs, les TV polymorphes catécholergiques. Alors, ces indications, elles reposent sur un certain nombre d'études cliniques qui ont été réalisées, soit en prévention secondaire, soit en prévention primaire, et qui ont toutes montré un bénéfice de la mise en place d'un défibrillateur en diminuant la mortalité de près de 40%. Alors, les premiers travaux reposent, entre guillemets, le défibrillateur a été créé par Dr Mirowski, qui est un Américain, et les premiers travaux expérimentaux remontent à 1966. Vous voyez qu'au départ, le boîtier est assez rudimentaire, assez gros, et avec des composants, à l'époque, c'était des transistors, quoi. Il a expérimenté son matériel chez l'animal, chez le chien, à qui il induisait une fibrillation ventriculaire. Et vous voyez que l'animal tombe et après l'appareil délivre un choc de défibrillation et l'animal ressuscite. Alors chez l'homme, il a fallu attendre les années 80
Les premières implantations ont été réalisées aux États-Unis, également à Paris, à l'hôpital Lariboisière. Alors, les premiers boîtiers étaient relativement gros, ce qui fait qu'on était obligé de les implanter par voie abdominale. C'était les chirurgiens cardiaques qui faisaient ça, et les sondes étaient mises par voie épicardique. Et puis, progressivement, après, on a développé des sondes intracardiaques. Les boîtiers étant toujours gros, donc on les mettait toujours en abdominal, mais on tunisait la sonde et on l'introduisait par voie sous-clavière, ce qui était quand même plus simple en termes de suivi post-opératoire. Alors, il y a eu d'énormes progrès technologiques, un petit peu comme partout, et vous voyez que donc les circuits ont changé. Maintenant, on a des circuits imprimés. Les condensateurs également ont évolué. Donc, on avait des gros condensateurs et actuellement, on a des choses beaucoup plus fines. Donc, tous ces progrès technologiques ont permis une diminution de la taille du boîtier. Et dès qu'on est passé en dessous de 60 cm3, on a pu les implanter en région prépectorale. Alors, vous voyez qu'il y a toujours des différences de taille de boîtier entre un défibrillateur et un stimulateur. Le stimulateur, grosso modo, la taille est autour de 10 cm3 et n'a pas évolué depuis les années 90. Et là, on a une diminution progressive de la taille des boîtiers de défibrillation. La limite, c'est toujours le problème des condensateurs, parce qu'on est obligé de délivrer entre 500 à 600 volts à peu près, et une batterie fait à peu près 4 volts. Donc vous voyez qu'il faut quand même concentrer l'énergie pour pouvoir sortir 500 ou 600 volts. Donc là, on est toujours un peu limité sur le plan technologique. Alors, quelques caractéristiques principales sur les boîtiers. Donc, c'est des boîtiers qui sont en matériaux inertes, titane, donc peu allergisants. La connectique en époxy. La longévité des boîtiers est variable suivant le type de défibrillateur. Ils sont beaucoup plus longs pour les défibrillateurs simple chambre que pour les triple chambres. Les fabricants sont en train de travailler sur les batteries pour augmenter la longévité. Et actuellement, sur un simple chambre, on atteint à peu près 12 ans de longévité. Le poids, reste à peu près 100 grammes. Alors, les fonctionnalités essentielles, donc bien sûr, c'est la surveillance des troubles de rythme ventriculaire. Éventuellement, en cas de ralentissement du cœur, ce qu'on appelle des bradycardies, on a la fonction de stimulation cardiaque qui peut s'enclencher. Alors, le traitement des arythmies, il y a deux types de thérapie. Il y a ce qu'on appelle la stimulation antitachycardique, l'ATP. Donc, le but est de stimuler le cœur un peu plus rapidement que le trouble du rythme ventriculaire, et donc de casser le circuit en général qui est une réentrée électrique dans le cœur. Et puis, donc l'avantage de ça, c'est que le patient ne ressent rien, c'est complètement indolore. Et si ces thérapies sont inefficaces, donc dans un second temps, l'appareil va délivrer des chocs électriques, donc d'énergie variable. On peut programmer une énergie entre 10 joules ou 40 joules pour les plus puissants. Et puis, bien entendu, donc, il y a des mémoires assez importantes qui permettent de vérifier ce que l'appareil, le défibrillateur, a traité. Est-ce que les troubles du rythme, est-ce que le choc est approprié, c'est-à-dire qu'il est vraiment délivré sur un trouble du rythme ventriculaire, ou inapproprié, soit sur des troubles du rythme auriculaire, soit éventuellement parce qu'il y a eu des parasites, des interférences, ou une fracture de sonde. Alors, l'architecture est à peu près la même que pour un stimulateur, si ce n'est qu'il y a un condensateur qui est beaucoup plus gros. Donc, il y a toujours une batterie, une partie électronique, le condensateur, et puis une antenne qui permet de communiquer avec l'extérieur. Et puis, sur le connecteur, en haut, vous voyez, donc on branche des sondes qui vont aller aboutir dans les différentes cavités cardiaques. Donc, si on met un simple chambre, en général, la sonde de défibrillation est posée dans le ventricule droit. Si on met un double chambre, on en rajoute une sonde dans l'oreillette droite. Et si on fait ce qu'on appelle un triple chambre ou un appareil de resynchronisation, on va mettre une sonde qui va stimuler le ventricule gauche par voie épicardique, et on passe dans un réseau veineux de drainage du ventricule gauche qui s'abouche dans l'oreillette droite. Alors, il y a eu des évolutions sur les sondes de défibrillation. Il y a des sondes à fixation passive ou active. Alors, passive, c'est-à-dire qu'il y a des petites barbes qui sont à l'extrémité de la sonde et qui permettent de s'accrocher dans les anfractuosités de la paroi myocardique. Fixation active, il y a une petite vis qu'on va pouvoir sortir et qui va
s'accrocher dans la paroi. L'avantage, c'est qu'on choisit un peu plus la position de la sonde quand c'est une fixation active. Et également, l'avantage, c'est que si on veut retirer la sonde, il y a en général moins d'adhérence sur une sonde à fixation active que passive. Après, il y a ce qu'on appelle les coils de défibrillation. C'est une sorte de petits ressorts qui sont chargés de délivrer l'énergie à l'intérieur du cœur. Donc l'énergie va être délivrée entre ce coil et le boîtier de défibrillation. Alors il y a des simples ou doubles coils, c'est-à-dire qu'on peut mettre soit un seul coil, soit un double coil, en sachant qu'actuellement le plus simple est le mieux, et donc on a plutôt tendance à favoriser les sondes monocoils. Elles sont plus faciles à retirer. En plus, en termes de construction, c'est quand même plus simple à faire, et donc la longévité de la sonde monocoil est un peu supérieure par rapport à la double coil. Et donc vous voyez qu'après, la sonde est reliée au boîtier par tout un système. Quand on a un double coil, donc on a forcément 3 pinoches différentes. Quand c'est un monocoil, on va avoir double pinoche. Alors depuis quelques années, il y a un nouveau standard qui est sorti, qui est le standard DF4. Le gros avantage, c'est qu'en fait, vous n'avez plus 36 pinoches, vous n'avez qu'une seule pinoche qui se connecte dans le connecteur. Donc c'est beaucoup plus simple à mettre, il y a moins de risques d'erreur, de dysfonctionnement, et l'avantage également en taille, c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'un seul trou dans le connecteur, et donc ça permet de diminuer, grosso modo, la taille du boîtier de défibrillation. Alors comment ça marche, un défibrillateur? Un défibrillateur, donc on programme en général différentes zones. Donc il y a une zone dite de bradycardie, sur laquelle le défibrillateur va pouvoir stimuler comme un stimulateur. Il y a une zone où on estime que le rythme cardiaque est normal, donc en principe, le défibrillateur ne stimule pas, sauf si on a branché un double chambre et qu'il n'y a pas de rythme ventriculaire en dessous. Et puis on définit pour les troubles de rythme ventriculaire habituellement 2 zones. Une dite de tachycardie ventriculaire, sur lesquelles donc, on va avoir pas mal de possibilités de thérapie, notamment de stimulation antitachycardique, et puis en cas d'échec, donc des chocs électriques, et une zone de fibrillation où là, finalement, on va agir beaucoup plus rapidement. Donc ces zones de tachycardie ventriculaire rapide, polymorphe, voire de la fibrillation, où là, l'appareil va envoyer de principe une brève salve de stimulation, ça ne marchera pas si c'est de la fibrillation, et après, donc, il charge ses condensateurs et il envoie donc ces thérapies. Alors, on va passer assez rapidement. Donc voilà un petit peu les différentes fonctions que peut faire un défibrillateur. Donc la stimulation antibradycardique. Donc là, vous avez un boîtier double chambre avec en haut, vous voyez, le canal avec les oreillettes. En deuxième ligne, c'est le canal ventriculaire. Ce qu'on appelle un EGM, c'est entre guillemets un signal électrique constitué au niveau de la sonde de défibrillation, et puis les marqueurs qui vous expliquent un peu comment fonctionne l'appareil. Et donc vous avez, c'est tout petit, mais normalement c'est un ASCENS, donc c'est une détection auriculaire, et après une stimulation ventriculaire. Donc ça, c'est la fonction pacemaker de base du défibrillateur. Les fonctions plus spécifiques, donc c'est la stimulation antitachycardique. Donc je vous l'ai dit là, donc vous avez un trouble de rythme ventriculaire. Donc l'activité ventriculaire sur la deuxième ligne est plus rapide que l'activité auriculaire. Et donc l'appareil va essayer de casser le trouble de rythme ventriculaire. Donc il mesure la fréquence du rythme ventriculaire et il va essayer de stimuler un peu plus rapidement. Et en principe, si tout fonctionne bien, ça arrête le trouble du rythme ventriculaire. Et ça, en général, c'est complètement indolore. Et donc, on le découvre de façon fortuite lors de l'interrogation du défibrillateur à la consultation. Le patient ne s'entend aperçu de rien. Les chocs électriques, là, c'est un petit peu différent. Donc, vous voyez un trouble du rythme sur la deuxième ligne ventriculaire beaucoup plus rapide. Et là, donc, l'appareil envoie un choc. Donc, il délivre une énergie de 300 à 400 volts. Alors comment se fait l'implantation? L'implantation est très standardisée. Maintenant, il y a très peu de complications. Ça se fait dans un bloc opératoire. Alors ça dépend un petit peu des endroits. Dans les hôpitaux publics, comme on a peu d'anesthésistes disponibles, en général, ça se fait sous sédation et anesthésie locale. Et dans les cliniques privées, plutôt sous anesthésie générale. Donc, pour une implantation en pré-pectorale, donc on met en général à gauche, on va essayer de dénuder la veine céphalique ou la ponctionner, donc insérer les différentes sondes
qui vont être positionnés dans différents endroits du cœur. Et après, donc, on fait une loge, c'est-à-dire qu'on va décoller les tissus sous-cutanés, donc la graisse, entre la graisse et le muscle, et on va y insérer le boîtier de défibrillation. Pour un simple chambre, grosso modo, ça dure à peu près l'intervention 45 minutes. Pour un triple chambre, donc 3 chambres, c'est un peu plus complexe, ça peut durer jusqu'à 1h30. Voilà. Et puis donc en salle de bloc opératoire, vous avez ce qu'on appelle un programmateur. En fait, c'est un ordinateur qui est dédié par les fabricants pour pouvoir communiquer avec son appareil. Alors en général, on fait toujours une radio avant une fois qu'on a refermé pour s'assurer que les sondes sont bien en place et qu'elles ne se sont pas déplacées. Donc ici, vous voyez le boîtier de défibrillation avec les sondes, une sonde qui est dans l'oreillette, une sonde qui est dans la pointe du ventricule droit, et puis une sonde qui remonte là, dans ce qu'on appelle le sinus coronaire et qui va dans une veine épicardique pour stimuler le ventricule gauche. Alors après, une fois qu'on a implanté l'appareil, il y a quand même des suivis qui sont obligatoires. Il y a une première visite entre 1 semaine et 3 mois, ça dépend un petit peu des disponibilités des consultations. Et ensuite, légalement, normalement, c'est tous les 3 mois qu'il doit y avoir un suivi. En sachant que les consultations sont souvent saturées et on est souvent rendu plutôt à 6 mois qu'à 3 mois. Alors on verra un petit peu, maintenant il y a quand même la télésurveillance qui permet d'espacer les suivis et ce qui fait qu'on voit les patients qu'une fois par an. Alors le but de la consultation, c'est d'une part s'assurer que le défibrillateur fonctionne parfaitement bien, que les sondes ne sont pas abîmées, qu'elles détectent correctement l'activité électrique du cœur, qu'elles sont capables également de stimuler le cœur pour casser un trouble de rythme. Puis ça permet de voir s'il y a eu des thérapies délivrées dans les mémoires et de voir si elles sont appropriées ou pas. Donc initialement on commence avec une tête de programmation qui permet de reconnaître l'appareil et puis en général après il y a une communication automatique par radiofréquence qui se fait entre le boîtier et le programmateur, et donc on peut enlever la tête de télémétrie. Alors ce qui est un peu nouveau, c'est la télésurveillance à distance. Donc les fabricants ont fabriqué des sortes de petits boîtiers qu'on met en général dans la chambre du patient. Parce que l'avantage, c'est que ces cotements, alors c'est des systèmes cotements automatiques, il suffit simplement de les brancher sur une prise de courant, et ça interroge le boîtier de défibrillation. Alors ça dépend un petit peu des fabricants. Chez certains, comme Biotronic, c'est toutes les nuits, et chez d'autres, ça peut être une fois par semaine. Et donc les données sont transmises par GSM, maintenant comme un portable, sur un serveur qui est dédié à la société, qui est sécurisé et donc sur lesquels on peut accéder par des codes d'accès bien spécifiques. Alors chez nous à Angers, on a des infirmières qui sont dédiées et tous les jours, elles regardent sur le site, savoir s'il y a des alertes ou pas, concernant donc l'usure ou s'il y a eu des thérapies délivrées. L'autre chose également, c'est que ça permet de faire des consultations dites virtuelles, donc elles se branchent régulièrement, notamment pour les défibrillateurs. Donc on fait un rapport tous les 3 mois qui est envoyé au médecin traitant et au cardiologue. L'autre avantage, c'est que ça permet de dépister donc, des troubles du rythme, notamment l'étage auriculaire, de la fibrillation auriculaire, et de voir si le patient, leur but également, c'est de voir si le patient est correctement anticoagulé, éventuellement donc de téléphoner au cardiologue, soit pour instaurer un traitement anticoagulant, soit éventuellement pour instaurer un traitement ralentisseur. Donc, voilà. Alors, l'avantage un petit peu de la télésurveillance, il y a des études qui ont montré que d'une part, ça diminuait le taux de choc inapproprié, c'est une étude un peu ancienne faite en France par Biotronic, et également des études qui ont montré une diminution significative de la mortalité chez les patients suivis en télésurveillance, avec une diminution de près de 50%. Ce qui fait qu'actuellement, c'est une recommandation de classe 1 dans les recommandations notamment américaines, de suivre les prothèses par télésurveillance. Ce qui va poser quand même un problème d'organisation, parce que c'est lourd à gérer et que pour l'instant, ça n'est pas réellement remboursé.
Alors vous voyez qu'actuellement, en France, sur l'ensemble des prothèses implantées, que ce soit simulateur ou défibrillateur, il y a à peu près 38 000 patients qui sont suivis par télésurveillance. Nous, sur Angers, on doit en avoir à peu près 600 actuellement. Alors, il y a eu des évolutions également dans les défibrillateurs. On va parler des défibrillateurs dits sans sonde intracardiaque. Le pourquoi, c'est que on s'est aperçu, nous, cliniciens, que la sonde, c'était le talon d'Achille du défibrillateur. C'est vraiment le point de faiblesse, que plus le temps passe, plus on a des complications sur les sondes de défibrillation avec des fractures, des ruptures, ce qui fait qu'on est obligé de les remplacer. Il y a un autre point également sensible, c'est les changements de boîtier de défibrillation. On s'est aperçu également qu'après un changement, on avait 5 fois plus de chances d'avoir une défaillance des sondes de défibrillation. Donc les fabricants ont essayé de répondre à ça de deux façons différentes. La première, c'était donc d'augmenter la longévité des batteries des défibrillateurs. Donc on a vu que sur un simple chambre, on atteint maintenant 12 ans. Le but étant d'essayer de limiter les changements. Et pour éviter donc d'avoir une sonde intracardiaque, ils ont développé donc tout un système de sonde qui est extracardiaque. Donc voilà le défibrillateur sous-cutané. Donc il est mis un petit peu différemment par rapport au défibrillateur conventionnel. Il est placé dans l'aisselle. Et la sonde, vous voyez, donc elle est le long du sternum et elle est tunnelisée donc vers le boîtier. Donc c'est des boîtiers qui sont un petit peu plus gros que les boîtiers de défibrillation classiques. Le pourquoi, c'est que comme on n'est pas en intracardiaque, il faut une énergie plus importante pour défibriller le cœur. En joules, grosso modo, on a vu que les boîtiers de défibrillation, c'était 40 joules. Là, il va délivrer 80 joules, donc le double. Ce qui veut dire que les condensateurs, c'est toujours à la limite, vont être beaucoup plus gros par rapport à un défibrillateur conventionnel. Les systèmes évoluent, c'est-à-dire que la longévité sur la deuxième génération de défibrillateurs sous-cutanés est aux alentours de 5 ans, alors que les premières générations étaient un peu plus courtes. Donc vous voyez qu'il y a des progrès qui se font. Les premiers travaux donc, datent de 2002, et actuellement en 2015, on est rendu donc, à la deuxième génération de défibrillateurs sous-cutanés. Il y a encore des évolutions qui vont sortir, c'est-à-dire que les fabricants misent énormément actuellement sur tout ce qui est sans sonde, et donc on va pouvoir coupler ces systèmes-là avec des stimulateurs cardiaques sans sonde. C'est des petites capsules qu'on va pouvoir visser directement dans la paroi du ventricule droit, qu'on insérera par voie fémorale, et qui vont donc communiquer avec, de façon spécifique avec ces boîtiers qu'on met donc dans les selles et qui pourront faire ce que là, l'inconvénient de ces boîtiers-là, c'est qu'on ne peut pas faire de la stimulation anti-bradycardique, donc on pourra faire de la stimulation anti-bradycardique et éventuellement on pourrait faire également de la stimulation anti-tachycardique, c'est-à-dire casser les troubles du rythme ventriculaire. Et puis il travaille à faire donc, des défibrillateurs couplés à des stimulateurs double chambre, voire éventuellement triple chambre, ça veut dire qu'il nécessiterait également de mettre une capsule à l'intérieur du ventricule gauche. Alors vous voyez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus esthétique, c'est-à-dire que donc la cicatrice, là, elle est à la partie basse de l'aisselle, et puis vous avez juste une petite cicatrice qui est au niveau de l'axe xiphoïde, c'est là où on va, entre guillemets, tunneliser la sonde le long du sternum. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez discret, et voilà, donc je pense que du côté féminin, ça va aussi simplifier un petit peu les choses. Alors, quelques questions sur la vie quotidienne, les plus fréquentes, concernant donc, les téléphones portables. En général, ce n'est pas contre-indiqué. Ce qu'on conseille simplement, c'est de porter le défibrillateur, de le mettre sur l'oreille opposée par rapport au côté du défibrillateur et de ne pas le mettre sur une poche, de ne pas le porter en poche thoracique. Voilà. Les limitations dans la vie quotidienne des défibrillateurs sont assez limitées. Les gens peuvent bricoler, peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. La seule chose, je dirais, c'est la soudure à l'arc qui est complètement contre-indiquée. Les appareils ménagers, les seules choses sur lesquelles il faut se méfier, ce sont les plaques à induction. Plaques de cuisson à induction. Il faut éviter de se pencher dessus et se maintenir, si possible, à une distance de 50 cm et bien recouvrir les zones d'induction par les plats pour éviter qu'il y ait des fuites de champs magnétiques.
Alors grosso modo, voilà un petit peu donc les différents défibrillateurs construits par les différentes sociétés. Et en bas, le SQ, là, c'est donc le modèle de défibrillateur sous-cutané. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fini la présentation.